Alors, si on m'a demandé de parler des crises, c'est que je m'en préoccupe depuis 30 ans et peut-être un peu plus depuis 5 ans, depuis que le dispositif des situations complexes a été créé. Avant toute chose, vous devez savoir que je suis désorienté par ces crises chaque fois, en fait plusieurs fois par jour, que pour améliorer les choses, quand on y arrive, c'est le travail d'une ou plusieurs équipes et qu'il nous faut pour cela au mieux plusieurs jours, le plus souvent des semaines ou des mois. Dans mon exposé, comme ceux de mes collègues, comme dans ceux de mes collègues, il n'y a donc pas de clé ni de recette, ce n'est que la transmission d'expériences et de méthodes qui allie des savoirs, certes, mais aussi du bon sens, beaucoup de doute et du volontarisme, ce qui peut aider à ne pas renoncer à accompagner ces crises que vous rencontrez vous aussi chaque jour. Voici le plan de mon exposé. Alors, je ne vois pas très bien. Voilà, ouais. D'abord, une introduction qui situe mon point d'observation, puis je décrirai 3 situations de crise qui ont été réévaluées en équipe jeudi dernier. Ensuite, une méthodologie qui est de discriminer les registres cliniques qui mènent aux crises. D'abord, il y a une base. Quels sont pour moi les invariants autistiques principaux depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte? J'en sélectionne 2 dans le domaine sensorimoteur et 1 dans le domaine cognitif. Ensuite, il y a les interférences avec d'autres présences cliniques fortes mais différentes du syndrome autistique, avec les autres signes des maladies causales, en particulier des maladies génétiques, puis les interférences avec les signes de maladies psychiatriques associées, puis les interférences avec des maladies du corps et avec la douleur, puis les interférences avec l'adolescence et la sexualité. Je terminerai par une synthèse. Qu'est-ce que l'expertise des crises dans les institutions et en famille? L'Observatoire est le dispositif des UMI et de l'USIDATU pour les situations complexes qui aident les familles, les établissements sanitaires et médico-sociaux qui le demandent. Je vous le présente en 4 diapositives rapides. Voici 3 équipes de chevaux légers qui ont juste un local et une voiture, qui se déplacent à la demande et qui peuvent organiser des hospitalisations temporaires dans une unité créée spécialement à la Salpêtrière, l'USIDATU. On m'entend là, ça va? Oui. D'abord, qu'est-ce que les situations complexes? Voici des extraits de la définition dont Charles Ossillou et Philippe Gabaye furent les principaux rédacteurs dans notre groupe de travail de 1997. Ce sont des situations caractérisées par l'incapacité d'équipes spécialisées en autisme de poursuivre une prise en charge et non pas à cause d'une limitation de place. Et ce sont les équipes spécialisées et les plus prestigieuses, Teach, ABA, Psychodynamique, qui baissent les bras. Deuxièmement, une aggravation qui génère une spirale d'exclusion, qui marginalise la personne, menace sa famille et contribue à l'usure et à la démobilisation des équipes. Voyons ce que font les UMI. Regardez la liste, c'est de la réparation, de la mise en réseau, des observations sur site ou en famille, du sur-mesure, des liaisons pour l'évaluation diagnostique et fonctionnelle, sensibilisées à des spécificités autistiques et une fonction tierce. Quelles sont les capacités de l'USIDATU? Elle peut exploiter toutes les ressources d'un grand hôpital, notamment pour les explorations et les soins somatiques. Elle a une aile pour 7 lits enfants et préados et une autre de 9 lits pour les adultes. Son personnel est spécialisé en autisme, ce qui en fait une unité chère. La durée moyenne du séjour est de 3 mois, ce qui autorise un accueil de 60 patients par an. L'accueil est à temps complet au début. Ensuite, pour préparer la sortie, tout est possible, hôpital de nuit, de jour, accueil séquentiel, de semaine, de week-end ou tout autre rythme. Voici maintenant mes 3 premiers exemples. Freddy a 13 ans. Il a depuis 3 ans des crises de violence dans son IME expérimental ABA. On appelle parfois les pompiers pour l'en extraire. Il est alors placé en alternance entre l'IME et un service de pédopsychiatrie jour et nuit. Comme il a des troubles sévères du sommeil et beaucoup d'agressivité envers sa mère et son petit frère, il ne dort plus chez lui que la moitié de la semaine. Parfois, l'équipe mobile va au petit matin ou le dimanche le conduire aux urgences. Après des mois d'attente, il entre à l'USIDATU.
Après un trimestre d'exploration, on découvre des crises de migraine masquées que le traitement va calmer. Mais à domicile, la poursuite de grandes insomnies maintient un point d'interrogation. Une observation de nuit à domicile par la psychologue du centre de l'IME montre que la migraine s'était compliquée de l'habitude de dormir dans le lit de sa mère. C'est cette intrication qui induit la chronicité. Le traitement en cours combine la vigilance envers la douleur avec un accompagnement pédagogique et relationnel pour que les interactions au domicile se normalisent. Franck a 26 ans. C'est un calculateur de calendrier. Les autistes qui ont cette capacité spéciale demandent la date de naissance et en échange vous offrent le jour de la semaine correspondant. Habituellement, ce sont de doux personnages. Mais Franck le demande à tout le monde, et si quelqu'un refuse, il le frappe, en institution, dans la rue, partout. Il frappe aussi ceux qui l'en empêchent, ses parents ou ses encadrants. Il a été exclu pour cela d'une masse, et il est alors hospitalisé en psychiatrie pendant plusieurs mois. L'UMI a inventé un protocole d'accompagnement spécifique pour cette conduite qui soit reproductible partout où il va. Il est basé sur un compromis entre les exigences de la vie sociale et les contraintes autistiques de Franck. Je le résume. Il doit accepter, si une personne refuse de lui donner son âge, par exemple, si une vieille dame dans la rue s'indigne de sa demande, que son accompagnateur lui donne une fausse date de naissance, ce qui lui permet d'assouvir son besoin autistique de calculer. C'est apparemment simple mais difficile à mettre en œuvre. À l'hôpital psychiatrique, l'équipe a dans un premier temps refusé net, car ce protocole heurte toutes ses représentations de l'autisme et de son travail. Ce n'est qu'une fois expérimenté avec succès par des animateurs de notre réseau qui s'occupent de Franck en journée que tout le monde l'adopte, y compris la famille. Il est réinséré dans une autre masse. 1 an plus tard, elle est restructurée. Il y a un changement de gestionnaire, de direction, du turnover dans l'équipe. Le protocole se délite, on l'oublie. Encore 1 an et Franck est de rechef exclu pour des violences aggravées. Actuellement, il est à l'isolement en psychiatrie. Il faut tout recommencer. Fernand a 38 ans. Il fut abandonné à la naissance puis adopté. Je passe sur son enfance et sa jeunesse. C'est un grand fugueur, bien connu de toute la brigade des mineurs. Il a été en IME, en hôpital de jour, puis en CAJ. Après son exclusion pour violence, ce sont des éducateurs à domicile qui aident la famille. À cause d'accès imprévisible envers ses parents vieillissants, il est hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie, à Sainte-Anne et enfin à l'Usilatu. On découvrira, à notre très grande surprise, après de nombreuses hypothèses fausses et après plusieurs traitements inefficaces qui perduraient depuis des années, que cet autisme verbal devait être accompagné comme un non-verbal. Son utilisation du langage est un leurre. La communication orale avec lui a été trop valorisée par son père et par les équipes successives. Il s'y est toujours plié, mais par période, cela le rend littéralement fou de rage, hors de contrôle. C'est en évitant le langage oral et en créant pour lui des livrets de pictogrammes issus du Teach que cet adulte s'est apaisé et a pu être inséré dans un foyer. Un mot sur ce cas. Ce n'est pas pour dire que le langage oral ne doit pas être soutenu quand il existe, mais on doit accepter d'être surpris. Dans ces 3 cas, l'accompagnement des crises va et vient entre les ressemblances dans l'autisme que nous devons connaître et l'arborescence singulière des symptômes de chaque personne que nous devons découvrir. Même si ces particularités sont familières à ses parents, ses éducateurs, ses professeurs, ses AVS, ses médecins, ses psychologues, l'expertise du quotidien acquise par tous peut être perturbée et ils peuvent tous se trouver démunis. Les raisons sont multiples. Soit les symptômes habituels de l'autisme sont amplifiés ou modifiés, comme dans le cas de Franck et de Fernand, soit des maladies du corps associées à l'autisme interfèrent, comme dans le cas de Freddy, soit parce que des syndromes psychiatriques se surajoutent, comme encore dans le cas de Freddy, soit à cause de l'adolescence et de la sexualité, qui surviennent normalement, mais se heurtent au développement antérieur déviant, ce dont je donnerai des exemples tout à l'heure. Ces facteurs de crise peuvent être confondus dans les services. Nous rattachons des symptômes à un domaine alors qu'ils appartiennent à un autre. C'est une source d'erreur, car les traitements ne sont pas les mêmes, voire s'opposent. Par exemple, une approche par un CMP qui réduirait tout à une décompensation psychiatrique sera souvent erronée. Alors, des traitements médicamenteux inadéquats créent des conflits
entre professionnels, avec les familles et maintenant aussi parfois avec la justice. Inversement, tout rapporter au seul autisme peut nous égarer. Dans les familles, on se trompe aussi, d'où la nécessité d'une concertation permanente avec elles. Une ancienne tradition dogmatique des institutions, dans les hôpitaux, IME et foyers, voudrait que les familles soient tenues à distance des lieux d'accueil pour éviter leur intrusion dans le territoire psychique des personnes. Elle est source de bien des erreurs cliniques et thérapeutiques. Notre accompagnement devra donc discriminer chacun des registres, puis en repérant les interférences, tenter de coordonner les actions de soutien sur les différents sites et en famille. La base de cette méthodologie clinique est de repérer d'abord les invariants autistiques de l'enfance à l'âge adulte dans les domaines sensorimoteur et cognitifs. La clinique de l'autisme est mieux connue, troubles des interactions sociales, communication verbale et non verbale, intérêt restreint, c'est un triptyque peu spécifique. À cela s'ajoutent des particularités sensorimotrices, je me réfère au corpus d'André Bullinger, et cognitives, je me réfère au corpus de Laurent Mautron. Les particularités dans le domaine sensorimoteur. Je vais donner quelques images du déficit des enveloppes. Les troubles du développement de nos enveloppes sensorimotrices perdurent à l'âge adulte et sont plus ou moins modifiés avec l'âge. Peut-être que parmi vous, on ne les connaît pas sous ce nom, mais vous allez les reconnaître très vite. La dysfonction de l'enveloppe cutanée entraîne la recherche de plans durs externes, les planchers, les murs, qu'on doit toucher avec son ventre ou avec son dos, ou quand on est plus âgé, seulement avec la main, comme une séquelle atténuée. Ou bien elle pousse à rigidifier son corps par la contraction hypertonique de ses propres muscles qui deviennent ces plans durs comme une carapace. Ou bien on couvre son corps de tissus enveloppants, ou encore on cherche du mouillé et des matières humides. Par exemple, on va prendre des douches tout habillées. Parfois, le mouillé est fabriqué par soi-même, urine ou matière fécale, ce qu'on appellera de manière inappropriée une énurésie ou une encoprésie. La dysfonction d'enveloppe visuelle entraîne la recherche du noir, se réfugier dans une pièce obscure. De l'enveloppe auditive, écouter des bruits réguliers, ceux des machines, de voitures, de la musique à fort volume, ou au contraire de sons qui ont une fréquence isolée, aiguë ou grave. Et parfois, elle amène à la création itérative, torturante de ses propres cris. La dysfonction de l'enveloppe olfactive recherche ou crée des odeurs fortes jusqu'aux excréments parfois, avec des conséquences excluantes qu'on pourra corriger en substituant à ce besoin celui de parfums puissants. Ou au contraire, elle les évite. Réaction violente et disproportionnée à des odeurs de nourriture, de fromage fondu par exemple, et dans ce cas, attention à la pizza, le micro-ondes pourrait valser. Le déficit proprioceptif entraîne la marche sur la pointe des pieds, ou bien des mouvements de marche incessants ou rapides, ces gamins-là de Denis, ou pour intensifier d'une autre façon les mêmes sensations profondes, on explore au contraire la lenteur et l'immobilité du mouvement. Ou encore, on recherche des vibrations ressenties à l'intérieur du corps, on se donne des coups sur le ventre, ou on interrompt sa promenade pour taper son derrière sur le sol. On peut aussi parler du déficit d'enveloppe psychique et de la dépendance à l'attention mentale de l'autre, nécessaire parfois pour tenir un minimum son corps, pour permettre qu'il ne se relâche pas dans son tonus et dans ses orifices. Tous ces équilibres précaires représentent, suivant une belle expression de Marie-Françoise Livoire-Petersen, des tentatives de créer des contenants ou, en cas d'échec, d'immobiliser le milieu environnant ou bien son propre corps. Ces troubles ont une intensité variée. Ils évoluent dans le temps, ils se combinent en 2 ou 3 covariants et ils forment des stéréotypies singulières à la recherche d'une homéostasie avec tous les environnements changeants de la vie. Pour la plupart, ces équilibres déviants permettent une adaptation, même bizarre. Pour d'autres, leur déstabilisation est fréquente, surtout lors des transitions. Si l'entourage ne les anticipe pas, il peut apparaître des crises d'agitation forcenées, voire des automutilations. Tout cela que vous observez couramment illustre comment notre clinique de l'autisme est accordée au contexte sensorimoteur. Mais une notion complémentaire, celle de l'espace de préhension moins connu, est aussi importante pour prévenir des crises. La constitution de cet espace est une étape du développement. Je prends 2 minutes pour la décrire. C'est ce qui est situé devant nous, jusqu'à la limite des bras qu'on étend devant soi. Le dos délimite l'arrière. On appelle l'espace de préhension parce que c'est la zone où on peut attraper ce qui est à sa portée sans se déplacer ni bouger son buste. Toute notre vie, notre rapport sera différent
avec les personnes et les objets qui entrent dans cet espace et ceux qui sont au-delà. Tout le monde peut observer un bébé quand un bruit survient à l'intérieur de cet espace. Sa réaction est d'en saisir la source avec la main. Mais si le son arrive du dehors, il ne tente pas la saisie. Il sait de manière innée que le flux sensoriel auditif est trop loin. Il a en revanche une réaction spontanée d'orientation et de localisation. Il tourne sa tête et ses yeux vers ce qu'il entend. Ainsi, les fonctions visuelles et auditives participent ensemble à l'organisation différenciée de l'espace de préhension et de l'espace qui est au-delà. Pour nombre de crises de nos adultes, la frontière entre ces espaces est décisive. C'est en dedans que les petits organisent la coordination entre la bouche, premier explorateur, et les deux mains. En dehors, ils ajustent leur vision périphérique et focale. Avec ces ensembles, ils préparent l'axe médian de leur corps à se redresser peu à peu et à équilibrer leurs mouvements. Chez des petits autistes, entre l'espace de préhension et l'espace au-delà, la frontière commune comporte des trous, des zones de perméabilité. La recherche et le maintien de l'équilibre devient précaire. Excusez-moi de ce détour professoral, mais voilà le point. Une des conséquences sera, par crainte d'un effondrement tonique, la résurgence de conduites archaïques à l'intérieur de l'espace de préhension. Des morsures pour saisir sans les mains ou des agrippements violents que vous allez retrouver dans de très nombreuses circonstances et chez des personnes autistes au profil varié. En voici un exemple simple. Charles est un autiste déficitaire. Il a un regard latéral ou périphérique marqué depuis l'enfance. Il a grandi en ne regardant jamais de face. Il sautille toute la journée. La seule proximité qu'il supporte et qui améliore ses performances est un appui dorsal ou latéral. Il fut toujours très docile. Il n'a jamais montré la moindre agressivité ni automutilation. Il fut devenu adulte. Un nouveau problème a surgi. S'il se trouve par hasard dans une proximité en face à face, inattendue, il tente d'accrocher un regard, ce qui s'accompagne de grimaces de perplexité et de souffrance, tandis qu'il s'agrippe et serre la personne désespérément, pouvant lui faire très mal. Alors, il suffit de lui tourner la tête doucement, de lui faire quitter le regard de face pour que ses conduites disparaissent et qu'il reprenne avec son regard périphérique et en s'éloignant de vous, son train-train et ses sautillements. Nous voyons que Charles, trouvant le corps d'un étranger inclus par effraction dans son propre espace de préhension, désorganise la relation de son corps à l'espace et aux autres. C'est un exemple simple de la covariation d'un regard qui reste périphérique avec la posture du corps qui est maintenue à distance des autres. À l'inverse, le regard de face active les agrippements de proximité. Vous retrouverez souvent ces éléments pathologiques, les morsures et les agrippements par les mains, les doigts ou les ongles, chez beaucoup de nos autistes à tous les âges et quel que soit leur profil singulier lors de périodes de crise. Voyons maintenant une particularité dans le domaine cognitif, et j'insiste sur un trouble courant qui est la coordination des fonctions exécutives, qui a été cité par Dominique Fierrière. Je vais développer un peu ce point. Chacun a des capacités psychiques et cognitives innées, renforcées par l'expérience, pour gérer simultanément des séquences de pensée, des séquences d'action et des séquences d'émotions, et pour les distribuer dans des registres appropriés. L'alternance rapide de l'attention en fait partie, mais d'autres capacités sont sollicitées. Des associations rationnelles s'ensuivent qui font progresser nos acquisitions et nous font communiquer dans des normes semblables pour le plus grand nombre. Au contraire, un des invariants autistiques majeurs est le trouble de la coordination des fonctions exécutives, bien décrit par Laurent Mautron et ses patients de haut niveau. Il leur est difficile, parfois impossible, de circuler simultanément dans ces séquences, de les agencer, d'établir d'emblée les associations ou les exclusions pertinentes. Les séquences doivent être traitées une à une pour prendre du sens. Par exemple, combien de fois avez-vous tenté d'accélérer un repas en poussant l'usager à chevaucher plusieurs séquences, vous mordant tout de suite les doigts pour cette erreur, car la personne autiste recommence alors son repas depuis le début. Beaucoup de crises résultent de notre négligence du rythme acceptable de chaque séquence, des transitions entre elles, de l'anticipation des changements, de la gestion du temps.
Toutes les prothèses visuelles ou sonores à ces contraintes autistiques sont bien connues maintenant, photos, pictogrammes, Makaton, time-timer, etc. Trop de centres ne les ont pas intégrés, ce qui éliminerait un bon pourcentage de comportements problèmes et des crises, petites ou grandes, presque chaque jour. Mais vous observez aussi ce qui, en apparence, est à l'opposé. Toutes ces personnes nous présentent des associations bizarres de plusieurs séquences. Un mot, un acte, un souvenir sont restitués ensemble. Des collages disparates émaillent le psychisme et la communication de nos jeunes. C'est que pour ces assemblages, ce n'est pas le sens, mais l'émotion, la leur ou celle de leur entourage, qui a forcé le rapprochement entre les séquences non organisées, non hiérarchisées, éparses. L'émotion les rapproche et la répétition les cimente. Dès l'enfance, des soudures, petites, nombreuses, s'installent peu à peu. Elles sont plus ou moins anodines. Par exemple, un père qui répète à son fils qui n'a pas de langage « Si tu veux de gâteau, dis-moi oui » et qui est déçu plus tard quand pour obtenir un gâteau, ce n'est pas ce mot que l'enfant lancera, mais le mot « oui » qui s'est associé au gâteau, à son désir et à celui de son père. Ces soudures contribuent à l'étrangeté de la communication de chaque personne autiste et à son style personnel, souvent attachant. Pour ceux qui connaissent le journal Le Papotin, leurs fameux textes et interviews en sont pleins. Il y a 15 jours, un jeune disait à Claire Chazal comment son visage à elle, plus l'image des 2 tours s'effondrant le 11 septembre, plus sa peur à lui, était intimement associée depuis 2001. Dans certains cas, parmi des éléments disparates, une séquence agressive se combine aux autres et crée des problèmes comportementaux sévères. Si on la repère vite, elle est assez facile à dissoudre. Mais si on la laisse se reproduire, la soudure peut devenir compulsive et irrépressible, générant des exclusions irréversibles. Les émotions puissantes du jeune, la peur, la jubilation ou le désir sexuel, et y compris vos propres émotions, prenez garde à votre colère, forcent chez lui les rapprochements de séquences éloignées ou antinomiques. Laurent Mautron a recueilli le témoignage d'autistes de haut niveau et de personnes avec un syndrome d'Asperger, je le cite, « Certains adultes arrivent à bien décrire que les formes visuelles et auditives constituant le centre de leurs intérêts particuliers peuvent à l'occasion se souder avec des représentations de nature sexuelle. Plus tard, les chercheurs nous diront comment l'émotion capture la déviance cognitive ou comment le trouble cognitif annexe l'émotion. Mais dès aujourd'hui, dans les institutions, la prévention est importante. Nous y reviendrons avec le chapitre sur l'adolescence. Voyons d'abord les interférences avec les autres signes de maladies génétiques. Je rappelle qu'il y a 2 types de références génétiques pour les origines génétiques de l'autisme. D'une part, des gènes vulnérables susceptibles en interaction avec l'environnement de conduire à l'autisme. Le repérage de ces gènes par les techniques n'est pas stabilisé. Je mets de côté cette référence qui n'est pas utile à l'accompagnement des crises. L'autre référence est l'atteinte non pas potentielle mais avérée de tel ou tel gène. On les appelle des formes syndromiques d'autisme et chacune a des signes qui s'ajoutent à ceux de l'autisme. Elles sont plus nombreuses chaque année. Notre consultation régionale de génétique comptabilise 27% de ces cas dans un réseau de 14 centres, alors qu'en 1998, nous n'en avions que 15%. Un tiers de ces cas sont des X fragiles. Et c'est normal, car c'est un syndrome héréditaire connu pour être la 2e cause de retard mental après la trisomie 21. Pour les 2 tiers restants, la dispersion est totale. Ce sont des maladies orphelines, des accidents génétiques isolés, et elles sont toutes différentes. Exemple d'un syndrome à transmission héréditaire, l'X fragile. Quand il n'est pas associé à l'autisme, il est associé à un trouble envahissant du développement, avec un déficit intellectuel plus ou moins important, et dans certains cas, il n'y a que des anomalies de fonction isolées. Ce qui est le plus spécifique est une anxiété particulière dans les relations sociales, allant jusqu'à une sensibilité importante au regard d'autrui et une gestuelle qu'ils ne contrôlent pas lorsque leur émotivité brusque et débordante les surprend. C'est une décharge motrice spectaculaire,
parfois elle ressemble au battement en ailes de papillon de petits autistes. Pourquoi est-il important de discriminer ce syndrome des signes de l'autisme, auquel il peut être associé? Voyons comment Frédéric réagit quand sa gestuelle lui échappe. Il frappe son vis-à-vis. Et on finit par comprendre, parce qu'il est capable de l'exprimer, ce qui n'est pas le cas pour tous, qu'il préfère passer pour agressif ou méchant que pour un handicapé. Il donne un sens social à ce qu'il ne contrôle pas dans son corps. Ou bien voici qu'Albert, qui fait un stage en ESAT, fait l'objet d'une plainte de son moniteur. Il arriverait saoul tous les matins. Pour décoder cette information incroyable et fausse, il faut savoir qu'en arrivant le matin dans notre centre, il doit s'isoler, soufflant et libérant les décharges motrices qu'il n'a pas laissé s'exprimer dans le métro et le bus pour ne pas en avoir honte. Avec notre équipe qu'il connaît bien, il tient à distance ceux qui l'approchent par de grands gestes et des insultes. Après une demi-heure, il devient le plus convivial de tous. Pour ce stage en ESAT, il a, comme Frédéric, travesti le sens de son extravagance motrice au sortir des transports en commun. Il mime un travailleur éméché avec à la main une canette vide ramassée dans la rue. Albert valorise une ébriété théâtrale pour camoufler une gestuelle de gogol, comme il dit. On voit le type de contresens que peuvent produire dans les équipes des constructions scénarisées liées à la conscience d'être handicapé ou à la mauvaise estime de soi. En revanche, les X-fragiles partagent avec les autistes le risque de déstabilisation dans leur espace de préhension et on devra être attentif à conserver une distance corporelle avec eux, même quand ils invitent à la tendresse, ce qui n'est pas si simple dans les équipes. Exemple de maladie orpheline. La délétion 1P36, découverte il y a quelques années, représente 1 pour 10 000 cas. Elle s'accompagne de risques cardiaques, rénaux et neurologiques plus ou moins grands, parfois jusqu'au polyhandicap. Il doit donc y en avoir dans vos masses. Ce n'est pas le cas de notre Annette. Elle a de l'épilepsie, mais le traitement est efficace. Elle est petite, mais avec de la force. Elle a un visage typique de la délétion. C'est la jumelle de petits Américains, Japonais et Suédois. Mais quand le diagnostic a été fait chez elle, elle avait déjà 20 ans. Le point intéressant est celui de ses troubles du sommeil. Longtemps, nous fûmes égarés par un symptôme d'allure psychiatrique. Elle se réveille presque chaque nuit vers 5-6 heures et va saisir à la gorge sa maman endormie. Sa mère est persuadée qu'elle est trop fusionnelle avec sa fille. Elle s'en veut, elle refuse qu'Annette prenne des médicaments calmants. Pendant un an, éducatrices et psychologues mettent en place des stratégies pour l'aider à se contenir. Par exemple, des séquences comportementales dès le réveil, comme se confectionner seul son plateau de petit déjeuner, écouter sa musique déjà préparée et tenir ainsi jusqu'au lever des autres. Mais nous échouons. C'est seulement lors d'une rencontre avec toutes les familles recensées par le service de génétique, une vingtaine de Necker, que nous apprenons que tous ces enfants ont des troubles du sommeil. C'est un signe physique de la maladie, il n'a rien de psychologique. Le médicament pour dormir s'impose. Avec le sommeil retrouvé, disparaît l'agressivité et sa chaîne de conséquences, culpabilité, fatigue, baisse des apprentissages. On ne sait pas assez qu'il suffit d'un déficit de sommeil d'une demi-heure qui se cumule de nuit en nuit pour engendrer de l'exaltation furieuse chez n'importe lequel d'entre nous. La délétion, autre exemple, la délétion 17P11.2 ou Smith-Magenis. C'est un syndrome qui présente des automutilations très difficiles à supporter pour la personne et son entourage. Chez Ernaud, elles sont incoercibles. Il se fait des déchirures et des lacérations des bras avec les ongles ou les dents. Là encore, l'impulsion auto-agressive est une caractéristique de cette délétion, comme la gestuelle pour l'X-FRA, et elle va rencontrer, pour son malheur, un déficit sensorimoteur banal. C'est son propre corps qui est en effraction dans son espace de préhension, sollicitant les morsures et les agrippements. Philippe Gabaye m'avait parlé il y a longtemps d'une jeune fille à la Fondation Jeune Bost qui dévorait sans cesse ses deux épaules. Un dernier exemple, une des anomalies du chromosome 15 est le syndrome de Prader-Willi. C'est un TED avec obésité due à l'absence de satiété. Des crises violentes sont en rapport avec la frustration alimentaire. Leur prévention implique des stratégies personnalisées avec l'aide d'infirmières et de diététiciennes. Mais il y a aussi une tendance innée à la fabulation, à se raconter une vie rêvée, des éléments hors une vie rêvée, donc
Ça, c'est commun. Or, cette tendance douce peut basculer dans une activité délirante avec des éléments paranoïdes et une dangerosité importante. Pour le prévenir, il ne faut pas que l'entourage familial ou institutionnel surenchérisse sur l'affabulation ou le mensonge. L'étayage par la vérité est le garde-fou. Or, il est facilement défaillant lors d'incidents de la vie courante. Le jeune Simon a basculé parce que la mort accidentelle de son cochon d'Inde lui a été cachée par sa famille. Devenu dangereux pour sa sœur et ses neveux, il a dû quitter son hôpital de jour et passer presque 2 ans en CHS à temps complet avant de pouvoir revenir au domicile puis intégrer une masse pour adultes. Il ne faut donc pas croire qu'avec l'avènement heureux de la génétique en autisme, la clinique sera remplacée par un simple catalogue de phénotypes, c'est-à-dire par ce qui rend les anomalies des gènes visibles sur les visages et dans les corps, par ce qui les rend repérables dans les incapacités des fonctions et des organes. La complexité du vivant nous montre au contraire que la génétique ne dissout pas le besoin que nous avons de la clinique psychiatrique, elle la met en mouvement. Remaniée, elle permet de nombreuses précisions utiles aux accompagnements. Il nous faut reconnaître les troubles constitutionnels dus à l'anomalie organique et analyser ceux qui, secondairement, en rapport avec des conflits environnementaux, auront une expression psychiatrique plus ordinaire, les 2 étages donnant plus de force et de relief à la singularité de chaque personne. Je vais boire un verre d'eau. Interférence avec des maladies psychiatriques associées. La psychopathologie associée est génératrice, merci beaucoup, de très nombreuses crises et c'est la plus fréquente des psychopathologies associées, c'est la dépression. Il y en a plusieurs types. Alors l'abandonnisme, le fond abandonnique est presque constant. Il est dû à l'autodévalorisation, à une certaine conscience de sa différence avec les autres enfants, avec sa fratrie. Être en institution, IME, hôpital de jour, participe d'une déchéance, même si c'est le seul tremplin pour retrouver une dignité sociale. Outre la tristesse, cela engendre des réactions caractérielles paradoxales, violentes, provocatrices. Il ne faut d'ailleurs pas croire que l'inclusion scolaire nous épargne mécaniquement de cette mésestime de soi. Plusieurs adolescents sont exclus de l'école ces dernières années, après être devenus violents pour cette raison même. L'abandonnique typique est l'enfant caractériel. Il est très connu des institutions pour enfants inadaptés et des internats de la PJJ, mais il est méconnu chez l'autiste. Si au contraire on prend en compte les troubles du comportement diminueront fortement. Comment agir ? Cela implique dans un premier temps de résister aux provocations et de ne pas les sanctionner, car il faut, comme disait notre maître Stanislas Tomkiewicz, les noyer dans un flot d'amour sans cesser d'être professionnels. Dans un second temps, des semaines ou des mois d'accompagnement plus tard, il faudra réintroduire au contraire la référence structurante de la loi, sans quoi les jeunes se sentent de nouveau en marge, relégués hors de la loi commune et donc abandonnés d'une autre manière. On voit ici l'importance qu'aura le soin institutionnel plutôt que l'apport médicamenteux. Les dépressions réactionnelles. Ce sont les divers incidents du quotidien qui sont souvent négligés parce que l'attachement et le manque ne sont pas explicites dans l'expression des adultes. Par exemple, l'absence de camarades lors de départs en transfert ou d'adultes référents à cause des arrêts maladie, etc. Attention quand même, parce qu'avec l'autisme, on confond des crises qui se ressemblent et qui n'ont pas les mêmes causes. Les réactions abandonniques impliquent du soin institutionnel, la dépression due aux absences implique leur prise en compte par la parole ou des moyens de réassurance sur le retour des personnes qui manquent, mais un tantrum, une colère incoercible et spectaculaire liée à un vécu dépressif peut ressembler à une autre crise qui, elle, est typique de l'autisme, due à la transition imposée trop brusquement d'une séquence d'actions à une autre. La réponse à la dépression s'adresse à la composante ordinaire de la personne autiste.
Au contraire, si vous prévoyez une sortie et qu'entre la séquence d'habillage des manteaux et le départ en activité, vous laissez un jeune attendre trop longtemps, car vous êtes sollicité ailleurs, vous pouvez susciter une crise qui ressemble à une crise caractérielle. Or ici, c'est la structuration du temps, des séquences, avec les anticipations adéquates, soit verbales, soit visio-praxiques, qui sera pertinente. Je veux insister sur des conséquences encore plus graves de la dépression réactionnelle. Gravissime même, c'est l'apparition de pseudo-TOC. Plusieurs centres spécialisés en autisme, comportementaliste ou psychodynamique, en arrivent à exclure, il y en a eu plusieurs ces dernières années, des jeunes adultes à cause de symptômes apparemment nouveaux et qu'ils considèrent à tort comme des troubles obsessionnels compulsifs. Ils sont confrontés à des stéréotypies incoercibles. Vouloir que tous portent tellement, tel bijou, tel vêtement, rectifier l'ordre de passage de chacun, aligner les tables et les chaises suivant un ordre immuable et se battre pour cela. En fait, ces stéréotypies préexistaient, mais elles ont pris une ampleur sans précédent, hors de contrôle, empêchant toute organisation collective ou familiale. On peut l'observer dans plusieurs types d'autisme déficitaire et dans vos établissements, c'est un risque important. Comme c'est souvent le cas, les hauts niveaux nous éclairent. Les personnes avec Asperger expliquent que quand elles sont déprimées, que leur mal de vivre est plus important, leur effort habituel d'adaptation sociale est battu en brèche. Elles sont envahies de manière tyrannique par leurs stéréotypies. Elles n'arrivent plus à les assouplir, leur relation avec les autres se détériore. Et donc, si on penche pour des TOC, on donnera des médicaments comme du Zoloft ou des neuroleptiques qui seront inefficaces et dont les effets secondaires sont aggravants. Si on penche pour une majoration des symptômes invalidants de l'autisme dû à la dépression, c'est celle-ci qu'il faut traiter, de préférence avec des ressources humaines et peut-être parfois avec des médications adjuvantes. Dans certains cas, cette dépression peut aller jusqu'à la catatonie, mais je vais sauter cet exemple. Pour arriver aux syndromes psychiatriques qui peuvent être aux interférences avec des syndromes psychiatriques qui peuvent être associés et générer des crises. Il y a le trouble bipolaire, parfois atténué en cyclothymie. Elle est plus fréquente dans l'autisme que chez les personnes ordinaires. Le repérage clinique est fait sur le long terme, par l'alternance d'une hyperexcitation et d'un abattement périodique. Les aspects critiques sont une excitation inhabituelle en groupe, une syntonie aux interactions, avec une note furieuse et agressive, la contradiction entre cette grande excitation à l'école ou à l'IME et un grand calme dans sa chambre au domicile affirme presque le diagnostic. Ce trouble impose un traitement médicamenteux spécifique qui est un des plus efficaces en psychiatrie, et cette fois, on ne doit pas s'en priver. Rappelons maintenant que l'autisme est une entité nosographique indépendante des psychoses. Elle n'est plus classée dans cette catégorie, mais que certaines psychoses peuvent se conjuguer à l'autisme. Un syndrome paranoïde persécutif, une schizophrénie délirante de l'enfant ou une psychose hallucinatoire, ces associations peu fréquentes constituent toujours des situations complexes qui rendent ardu l'accompagnement familial et institutionnel. Voyons maintenant les interférences avec des maladies somatiques et avec la douleur. L'accompagnement des crises en institution ne doit pas explorer ce registre comme un autre, il doit le faire en priorité. Le plus inexcusable sur le plan éthique est d'avancer une cause psychologique séduisante sans avoir au préalable cherché une cause organique. Dans les années 80, on entendait que les autistes ne sont jamais malades, on entend encore qu'ils ne ressentent pas la douleur, comme on a dit longtemps des bébés ordinaires qui n'auraient même pas les voies de la douleur. Certes, l'altération de la communication, la typicité de l'expression, l'hyporéaction ou l'hyperréaction à la douleur, le déficit intellectuel nous oblige à développer des talents d'enquêteurs. Mais c'est indispensable car la douleur et la surmortalité dans cette population sont avérées et prouvées. En dehors des causes génétiques déjà vues, on trouve à l'origine des crises. Les épilepsies. L'association est ancienne et bien connue, vous avez beaucoup d'épileptiques traités dans vos services et bien traités, mais elle est méconnue quand même et on doit chercher une épilepsie en cas de crise inexplicable. De nombreuses formes cliniques sont atypiques et la douleur est l'une d'entre elles. Pas seulement les maux de tête, mais aussi les maux de ventre.
Beaucoup de douleurs aiguës et d'inconfort. Les douleurs dentaires, les douleurs gynécologiques sont les plus connues, mais elles ne sont pas forcément bien dépistées, même dans les équipes averties. Les maux de tête banals et surtout les migraines doivent être recherchés. Vous devez savoir que 10% de la population enfantine est migraineuse et il n'y a aucune raison que cette statistique épargne l'autisme. Nous avons présenté en 2012 au congrès de l'ANCRA le cas d'un enfant de 11 ans, exclu de son CESAD, pour des crises permanentes jour et nuit, amenant sa famille au bord du suicide altruiste et qui avait mis en errance diagnostique plusieurs services somatiques d'excellence de l'AP-HP pendant des semaines, alors qu'il avait finalement une migraine plus une otite. On doit tout chercher. Cholécystite, colique néphrétique, n'oubliez pas les prostatites chez les garçons, mais nous devons accorder une particulière importance aux pathologies gastro-intestinales. Elles représentent 70% des causes de douleurs retrouvées dans la consultation dédiée faite par le Dr Saravan à Étampes. Beaucoup de douleurs sont devenues chroniques, ont modifié les comportements auxquels l'environnement familial et institutionnel s'habitue, jusqu'à ce que des crises plus importantes nous alertent. La semaine dernière, sous Assemblée générale, on a enlevé à notre Alexandre de l'hôpital de jour d'Antony 2 dents et on lui a fait 15 soins pour carie, ce qui prouve un important retard de diagnostic de notre équipe, parce que c'est seulement il y a un mois qu'il a commencé à se plaindre et qu'on en a suspecté la cause. Si on voit Jean-Rodrigue sur scène, qui est un petit pianiste très doué de l'ensemble Percujam, du FAM Alternote, qui penserait que la cause de l'épaisse cicatrice perpendiculaire sur son front et des automutilations répétées pendant ses années de jeunesse avait elle-même pour cause une hypertension intracrânienne méconnue? Car se donner des coups violents et intenses peut être recherché pour recouvrir des douleurs permanentes ou lancinantes. Et pour les adultes hospitalisés à l'USI-DATU pour situation complexe, 30% des causes sont des inconforts gastro-intestinaux découverts après une multitude d'explorations. Donc, retenez pour vos services que la constipation, les stases cercorales, les fécalomes sont fréquents et génèrent des comportements violents et atypiques. Il faut y penser quand les personnes ne supportent plus leurs vêtements. Ah oui, je fais une pause. Non, oui, donc ça vous l'avez, je viens de le dire, on passe. Mais là, je fais une pause parce que, regardez, voici un autiste qui est très docile, il est gentil comme tout, il a un diabète instable qui générait beaucoup de chutes et de traumatismes graves dans un foyer d'accueil à la maison, puis dans un foyer d'accueil médicalisé en Belgique. Tout le monde a pensé à des mauvais traitements. En fait, il a une rétinopathie plus une névrite du diabète, peur de tomber qui aggrave les chutes. Et il est maintenant en fauteuil, il est à l'USI-DATU et donc il cherche une masse, même près d'ici. Merci de vos propositions. Je ne suis pas, c'est pas à la minute, demandez mon mail à Christine Thomas. Et ensuite, pensez-y, il est gentil comme tout. Voyons maintenant les interférences avec l'adolescence et la sexualité. La rencontre de l'adolescence et de l'autisme comporte surtout des éléments positifs, notamment des émergences d'imitation et d'intérêt pour les compagnons d'âge, des capacités collectives nouvelles dont je ne vais pas parler ici car ce n'est pas mon sujet, mais pensez-y. Au contraire, je dois vous parler aujourd'hui des conflits critiques entre l'adolescence et l'autisme qui existent aussi. Ce n'est pas un hasard si les 15-25 ans ont le pourcentage le plus élevé de situations complexes dans les statistiques. L'épilepsie des adolescents autistes sera distinguée de toutes les autres. Elle survient à partir de 14 ans, c'est une épilepsie simple, sans cause connue, elle est idiopathique, elle est faite de crises généralisées. La première peut rester unique, et il faut qu'il y ait au moins 2 crises avant d'instaurer un traitement. Elle est alors aisément corrigée par une seule molécule, souvent la dépakine suffit. Ce n'est pas le cas des épilepsies étiologiques qui sont instables, traitées avec plusieurs médicaments que vous avez souvent d'ailleurs dans vos services. Celle-ci apparaît avec l'émergence de la sexualité. Nous l'avions nommée un peu familièrement la crise dans la salle de bain.
à cause d'observations de garçons et filles que nous avons vus grandir. Une première crise apparaît après 13 ans, alors que le jeune, fille ou garçon, continue d'être lavé, comme il le fut toujours, par le parent du sexe opposé, alors qu'il n'a plus l'âge. Il participe sans doute, avec des pulsions sexuelles, les particularités, encore une fois, les mêmes particularités cognitives de l'autisme, la difficulté à lier de manière harmonieuse et hiérarchisée des séquences simultanées d'émotions, de sensations, de pensées et d'actions. La tension se résout dans la crise. Le jeune nous indique aussi qu'une contradiction est ressentie par lui entre, d'une part, ses manifestations pulsionnelles et, d'autre part, l'évolution de ses relations avec l'entourage qui doivent maintenant changer. Ce qui le perturbe est une discrimination oedipienne qu'il fait lui-même spontanément. La relation physique trop proche avec son père ou sa mère est perturbante. Et au passage, notons pour les psychiatres que c'est une dimension névrotique chez un autiste et de ce fait, un indicateur de plus que le diagnostic différentiel entre autisme d'une part et psychose d'autre part est bien fondé. Les contradictions vécues par ces jeunes confirment leur disposition à la socialisation, même quand elles se traduisent médicalement de manière critique. Il est en revanche très important de considérer ce profil à risque de grands adolescents chez qui l'imprégnation hormonale est maximale. C'est l'âge où les grands adolescents ordinaires sont en érection quasi permanente. Des crises sévères naissent de la rencontre de la tension sexuelle exacerbée de la personne avec les déficits sensorimoteurs et cognitifs antérieurs. Les soudures déjà évoquées ne sont plus anodines, mais gravissimes. Prenons l'exemple de Paul. Il y a 3 ans, il a été exclu de son centre, une masse de jour à Paris. Dans la rue, la vue d'un chien déclenche systématiquement cette séquence. Il se précipite vers lui, le flaire, et tente une masturbation compulsive sur ses excréments. Vous imaginez les conséquences sur son exclusion sociale. Il a fallu beaucoup travailler à dissoudre ce comportement pour pouvoir le réinsérer plus tard dans une autre masse. Ce risque de soudure agressive concerne un profil particulier de personnes autistes de cet âge. Le point le plus important est que depuis l'enfance, tout en cherchant le contact social, ces jeunes circulent et se maintiennent à une certaine distance des autres. Leur regard est plutôt latéral, il n'est pas forcément aussi latéral que le Charles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ils ont souvent cette tendance à éviter le regard. Ils ont grandi en évitant la vision focale. Ils ont stabilisé ainsi depuis l'enfance leur équilibre sensorimoteur déviant qui est compatible avec une circulation assez aisée. La sexualité rompt cet équilibre ancien car elle pousse au rapprochement des corps. À proximité de l'autre, le jeune saute, il s'excite, il jubile, son regard chavire. Les équipes repèrent très bien cette qualité changeante et inquiétante du regard du jeune qui fait des bonds verticaux en hauteur. Il est remarquable que tant qu'il n'a pas franchi une frontière qui rapproche son corps des autres, que ce soit un autre jeune, un encadrant ou un membre de cette famille, cette excitation dangereuse est réversible s'il arrive de lui-même à s'éloigner. Pensez à Charles de tout à l'heure. Si par contre il franchit cette frontière, la proximité va dégénérer en crise très violente, coups, agrippements, pincements, morsures. Une autre caractéristique de ces crises est que la violence archaïque qui emporte son corps n'emporte pas son empathie ni sa relation habituelle envers l'autre. Il peut en même temps, ce qu'on ne voit dans aucune autre crise en psychiatrie, pleurer ou s'excuser. Toutes les institutions ont vu ces états sans les reconnaître. Il y a toujours dans nos centres 10% des cas suivis, 3 à 5 sur un effectif de 20, qui présentent ce profil à risque. Les équipes apprennent à prévenir les crises en ramenant le jeune à une distance de sauvegarde dans un premier temps. Des techniques de psychomotricité et d'éducation leur apprendront ensuite à mieux gérer la proximité avec leur nouveau corps d'adulte. Les troubles liés à la masturbation ont parfois des prolongements critiques. Dans beaucoup de cas, les formes de masturbation, réussies ou non, si elles ne s'orientent pas vers un abus sexuel potentiel, sont sereinement envisagées par les équipes dans la routine de leur accompagnement pédagogique, psychologique et soignant. C'est plus difficile quand des jeunes souffrent de ne pas accomplir leur masturbation jusqu'au bout. Avec l'absence de progression, de paroxysme et de fin, les adolescents doivent supporter au contraire un envahissement lancinant qui n'est pas scandé ni rythmé jusqu'à l'apaisement, ce qui a un retentissement psychique sévère. S'ils n'expérimentent pas par un hasard chanceux une conclusion à leur excitation, qu'ils pourront alors reproduire, cela peut durer des mois. La tension qui en résulte conduit à une gestuelle chaotique,
intrusive, parfois agressive envers les autres, difficile à réguler, y compris chez les filles. Ajoutons une observation paradoxale, on le conçoit chez des jeunes très déficitaires, mais ça concerne aussi, contre toute attente, des jeunes avec des hauts niveaux. Or, bien que les capacités de représentation de cela rendraient possible un accomplissement masturbatoire ordinaire, en fait, c'est leur gestion des sensations provoquées par eux-mêmes, leur réaction aux effleurements et aux touchés profonds, encore une fois les enveloppes, qui est chez tous déficitaire et haut niveau, disharmonique en raison de ces déficits d'enveloppe déjà mentionnés. Et ils peuvent se blesser par des frottements inappropriés sur des tapis, des plans durs et même des radiateurs. Certains ouvrages conseillent aux parents d'apprendre à leurs enfants les gestes liés à la masturbation. D'autres conseillent l'intervention des éducateurs. Je ne le conseille ni l'un ni l'autre. Si... moi, j'ai 10 minutes. C'est l'iPhone, hein. Mais je pense que dans 5 minutes, ça suffira. Si des outils pédagogiques doivent être utilisés, il vaut mieux que cela soit des films, des marionnettes ou tout autre support pédagogique qui soit tiers. Il en existe en Belgique et en Suisse que les centres peuvent commander. Il faut éviter les gestes de proches qui peuvent générer des confusions et aggraver les situations en créant justement ces fameuses soudures mentales inappropriées entre des séquences de gestes, d'émotions, d'excitation. Et mieux vaut aussi ne pas utiliser de médicaments sauf cas extrême et après avoir épuisé toute autre approche. Souvent, la mise à disposition d'une salle ou d'endroits où les frottements intimes peuvent être expérimentés suffira à calmer l'essentiel de ces agitations. Les troubles liés à l'accomplissement des rapports sexuels, je vais le passer parce que ça ne concerne pas les autistes déficitaires, bien que ce soit enseignant. Et je vais arriver tout de suite à mon dernier point, qui est un essai de synthèse, quelle expertise pour les crises dans les institutions et en famille. Nous avons vu des domaines de déviance particuliers qui touchent la sensorimotricité et la cognition. Ensuite viennent toutes sortes de conséquences dans la communication, les émotions, les interactions. Il en résulte nombre de troubles du comportement simple qui génèrent ce qu'on appelle des comportements problèmes ou des comportements défis. Souvent, ce sont des réactions à des causes uniques mais enfouies. Séquences de repérage cognitif tyrannique pour la personne et mal respectée par l'entourage, des troubles sensoriels méconnus, des douleurs, d'autres inconforts, troubles somatiques non détectés, effets secondaires des médicaments, toute la liste. Ils peuvent créer une situation complexe si on n'en détecte pas la cause suffisamment tôt ou si on ne connaît pas certains accompagnements dits comportementaux qui sont simplissimes ou si on refuse à en user, comme les repérages visuels, temporels, etc. Ma collègue a beaucoup parlé ce matin. Mais certains troubles du comportement plurifactoriel mettent en difficulté les services les plus experts, psychodynamiques ou comportementalistes. C'est que plusieurs registres cliniques sont souvent en cause dans une seule crise. Il nous faut les distinguer puis en faire la synthèse. Prenons comme paradigme une situation assez courante, celle de Paulette, une jeune adulte de l'hôpital de jour d'Antony. En un an, il nous a fallu une dizaine de réunions d'équipe et autant de rencontres avec ses parents pour discriminer les composants des crises, leur succession ou leur convergence, leur enchaînement ou leur fusion, et pour mettre en regard les conduites éducatives et soignantes appropriées. Voici ce que nous trouvons chez elle. 1. Les séquences d'actions routinières sont perturbées et il y a un défaut d'anticipation par l'entourage de ces contraintes autistiques cognitives qui ont besoin de régularité. Cela implique que la famille et les institutions aménagent l'environnement pour s'y adapter. 2. Une intolérance à la frustration qui est très banale, elle est renforcée par le nouveau rapport de force physique avec la montée en puissance de son adolescence, ce qui implique de revoir la pédagogie relationnelle dans la famille avec des positionnements psychologiques plus fermes. C'est le contraire du précédent. Ça ne marche pas. Voilà. 3. La naissance d'un attachement amoureux avec un compagnon d'âge qui est fait de simples élans et qui ne peuvent pas aboutir.
ce qui implique l'aménagement institutionnel des interactions avec lui, qu'ils ne se croisent pas en permanence notamment. 4. Une excitation sexuelle, il y a 6 points. Une excitation sexuelle incompréhensible avec des attouchements masturbatoires contenus, des affleurements sur ses seins et son sexe, ce qui implique d'aménager l'environnement en famille et dans l'institution, plus des groupes de parole appropriés, plus des entretiens avec sa psychologue. 5. La dépression réactionnelle est sous-estimée. Elle a une action transversale sur les autres séquences et elle les aggrave. La dimension abandonnique apporte ces réactions paradoxales, une violence en quête d'amour pour les parents ou les protecteurs institutionnels, ce qui implique une tolérance envers des conduites provocatrices et asociales, et une attention à les valoriser. 6. Pendant la crise elle-même, les conduites archaïques sont réactivées soudainement avec des agrippements manuels ou oraux, pincements et morsures, ce qui implique des techniques d'apaisement dans un enveloppement par l'arrière afin de créer des appuis d'eau et rétablir un équilibre sensorimoteur perdu. Pendant la crise, se combinent à ces conduites archaïques des réactions de niveau supérieur qui sont trompeuses. Elle s'excuse tout en griffant son éducatrice, ce qui implique de se protéger et de penser plus tard à la consoler. Tous ces registres sont souvent en cause lors des crises chez les adolescents et les jeunes adultes. Ils sont configurés différemment chez chacun d'eux, garçon ou fille, avec 2 ou 3 séquences de moins ou de plus, suivant les personnes et les moments, ainsi que suivant les âges. Le repérage des symptômes résulte moins de l'observation d'un spécialiste extérieur que du recueil par les parents et par les intervenants des services, dans le feu même de leur assistance ou de leur contention. Ils rapportent les faits, les contextes, leurs intuitions, leur empathie, leur subtilité d'appréciation comme leurs préjugés, dans un mélange d'émotions vives et de détresse avec tout le poids de leurs blessures psychologiques et parfois physiques. La perplexité des familles et des équipes naît du mélange de ces séquences qui appellent parfois des réponses contraires, simultanées ou successives. Il faudra ajuster l'accompagnement, et c'est la synchronie ou la diachronie des gestes et des paroles des encadrants, des psychologues et des parents. Parfois, c'est une véritable chorégraphie qui seront le facteur de l'apaisement auquel il peut être utile d'ajouter un calmant finement dosé et non des cocktails de médication abrutissants. Ainsi voit-on comment la clinique de l'autisme doit bénéficier d'apports multiples. Une consultation ou un entretien de spécialistes trop espacés, des commentaires trop théoriques, et au lieu d'une discrimination fine faite avec les équipes ou les familles, et on obtient une bouillie pseudoclinique agaçante et inutile. De même, les évaluations fonctionnelles et diagnostiques par tests et protocoles que nous réalisons pour mieux communiquer avec les autres équipes sont insuffisantes pour résoudre ces crises. Ce n'est pas le centre de diagnostic, malgré tous vos espoirs, qui va résoudre seul le problème. Au sortir de l'USIDATU, unité experte s'il en est, la réapparition des troubles dans le milieu habituel de la personne est un grand risque. L'articulation entre les experts du quotidien, de la durée, et ceux de la conjoncture et de la crise n'est guère spontanée, et elle nécessite un volontarisme dans la coordination des soins pour toutes les équipes. Apprendre à fédérer les observations de tous sans qu'une discipline, médicale ou autre, prétende à la suprématie sur les autres apports est un grand défi pour les prochaines années. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Assouline. Donc, en fait, les 2 interventions, volontarisme et cohérence, mais j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de travail pour arriver au bout de la compréhension et de la gestion des comportements compliqués. Vous avez droit à une question. Vous avez eu des intervenants très mangeurs de temps, et c'était important, mais vous avez droit à une question. Merci pour cette intervention ainsi que la précédente. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler d'un trouble du comportement relativement fréquent et qui peut être grave,
dans l'autisme, c'est le pica. Peut-être l'avez-vous croisé dans votre unité et je ne sais pas, est-ce que vous le rapportez au défaut d'enveloppe ou est-ce qu'on ne peut pas dire de manière générale? Voilà, je voulais un éclairage. Alors, je l'ai rencontré quelques fois. Le dernier que nous avons eu, il m'a vraiment d'ailleurs... vous avez compris qu'on est très, très soutenant envers les équipes, mais vous me faites penser tout de suite à un IME qui m'a beaucoup fâché parce qu'il y avait effectivement un garçon qui avait un pica et on l'a hospitalisé. Et en fait, ce qui est souvent le cas dans un pica, c'est qu'il y a une anémie par manque de fer. C'est la première chose qu'il faut chercher. Et donc, on a vu dans ce cas-là qui était un pica, vraiment, il mangeait tout. Hein. Il mangeait dans l'IME, il mangeait la terre, il mangeait les boiseries, il mangeait les murs. Et à la maison aussi. Mais l'hospitalisation et la correction de l'anémie a fait disparaître les troubles. Alors, évidemment, mais vous voyez, c'est en résonance avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça fait disparaître... Nous avons là, c'était très bien parce que avec le pica, vous cherchez ça, vous le trouvez, vous donnez du fer, ça va. Mais ça se mélange avec les conduites autistiques. Et donc, vous pouvez avoir à un moment une réactivation de quelque chose qui s'est associé pendant toute la période, parce qu'il a eu du pica pendant des semaines et des mois. Et donc, vous pouvez avoir des résurgences. Et c'est pour ça que la question, si vous voulez, le rapport des experts, vous voyez là en l'occurrence les experts médicaux, le rapport des experts de la conjoncture et des experts du quotidien, c'est véritablement là où on voit que nous devons soigner absolument cette dimension, parce que vous avez une sorte de miracle pendant l'hospitalisation et après, ça va bien pendant 2-3 mois, et ensuite ça revient, et là, je disais, j'étais très fâché par cette IME, parce qu'ils ne nous ont même pas laissé le temps de réintervenir et de réarranger. C'est un garçon c'est un malheur. Il est au domicile avec une maman seule. Alors on fait tout un montage artisanal, mais actuellement il est sans institution et avec moins de pica, mais vous voyez avec une reprise parce qu'il n'est pas dans une institution où on aurait pu retravailler cette question-là facilement. Il va probablement devoir être réhospitalisé.